Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé, je suis auteur d'Interfil et vous savez certainement, ou pas d'ailleurs, mais sur cette chaîne YouTube et sur mon site antoninadjé.com je mets des conseils d'écriture où je décortique des structures narratives, comment écrire, comment construire une histoire. Et j'ai voulu faire une vidéo un peu différente aujourd'hui par rapport à Game of Thrones, parce que j'ai vu le dernier épisode. Et d'un point de vue personnel, je suis de plus en plus déçu par la série. Alors c'est pas du hating juste parce que tout le monde aime ça donc j'ai pas aimé. J'ai adoré Game of Thrones. C'est toujours une bonne série, mais il n'y a plus la flamme d'avant et je voulais en parler parce que les raisons qui font que j'aime de moins en moins Game of Thrones sont très liées aux principes que j'explique sur cette chaîne et sur mes articles. C'est d'un point de vue de la structure narrative. Donc il me semble important et intéressant de vous en parler et de voir ce que vous en pensez. Pourquoi vous aimez encore la série ou pas, si vous êtes d'accord avec moi ou pas et pourquoi. Pour info, il n'y aura pas de spoil de la saison 8, même de la saison 7, très discrètement, mais pas de souci. Par contre, je vais parler de la saison 1 à 3, donc le début de la série, là où j'ai vraiment aimé la série, pour la comparer à ce qui se passe maintenant. Mais ce qui se passe maintenant, je ne ferai que de sous-entendre, donc pas de souci. Donc Game of Thrones, c'est une super série. On est d'accord, il y a énormément de raisons d'aimer la série. C'est bien joué, la musique est excellente, les décors sont somptueux, c'est bien réalisé, les dialogues sont plutôt pertinents, plein de raisons. Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai aimé la série au début? En fait, pour moi, Game of Thrones, ça a vraiment été un changement de paradigme quand j'ai découvert cette série, parce que justement, elle prenait des risques d'un point de vue narratif que je n'aurais pas imaginé moi et qui m'ont fait beaucoup remettre en question ma manière d'écrire et de créer des histoires. C'est pour deux raisons. Première chose, c'est les arcs narratifs. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un arc narratif? C'est un bout d'histoire qui se développe avec certains personnages ou un personnage ou une situation qui a des péripéties et qui se résout. C'est pas forcément l'histoire générale, surtout dans Game of Thrones il y a beaucoup de personnages, donc beaucoup d'histoires en parallèle, et c'est un bout d'histoire qui, je vais pas dire qu'il peut vivre par lui-même, mais en tout cas voilà, qui peut s'identifier en tant que arc narratif. Et la deuxième chose, l'autre principe important que j'ai adoré dans Game of Thrones, c'est l'absence de Deus Ex Machina. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Deus Ex Machina? Littéralement ça veut dire l'intervention de Dieu. Et vous connaissez forcément ça, c'est quand le héros est sauvé à la dernière minute par une raison complètement incroyable. L'exemple typique, c'est à la fin du Seigneur des Anneaux, donc il y aura un petit spoil, mais bon c'est le Seigneur des Anneaux, où les aigles viennent sauver Frodon. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas. D'ailleurs, Tolkien, si je ne m'abuse, savait que c'était un Deus Ex Machina, mais voulait justement utiliser ce principe en disant que des fois, le narrateur intervient lui-même pour sauver ses personnages. En tout cas, c'est un Deus Ex Machina. Qu'est-ce que j'aimais dans les premières saisons de Game of Thrones? La première chose, c'est que quand un arc narratif commence, on s'attend à ce qu'il se termine, en bien ou en mal, mais il se termine. C'est-à-dire que l'histoire se développe, des questions surgissent et on veut avoir une réponse à ces questions. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 1 avec Ned Stark, qui est le héros de la saison 1? Il découvre peu à peu la conspiration, le complot qui a été mené pour mettre de côté Robert Baratheon et installer sur le trône Joffrey, qui n'est pas le fils de Baratheon, mais qui est l'enfant illégitime de Cersei et Jaime Lannister. On est d'accord là-dessus? Donc on s'attend à ce que cet arc narratif ait une résolution plus ou moins heureuse. Et d'ailleurs, dans toute la saison 1, beaucoup d'indices nous laissent penser que Ned Stark, ayant eu l'intelligence de dire à Cersei qu'il savait pour son fils, abjure, part en exil, quoi que ce soit, en tout cas que ça se résolve d'une bonne manière. Et jusqu'au bout, juste avant de Ned Stark, on pense que ça va être comme ça. D'ailleurs, Joffrey, juste avant, dit à Ned Stark qu'il doit justement abjurer et dire que Joffrey est son roi légitime. Ce qu'il fait, Joffrey commence à faire un discours en expliquant que le roi doit se montrer magnanime, etc. Donc tout nous laisse apporter que cet arc narratif va se résoudre de la manière dont on attendait. Et d'un coup, et ça c'est choquant. C'est choquant parce que c'est un personnage principal, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Parce que la série a créé des attentes et au lieu de nous satisfaire dans le bon sens du terme, de nous brosser dans le bon sens du poil, et tuer son personnage principal. Et toutes les interrogations qui surviennent, et au-delà du choc de perdre un personnage qu'on aime bien, le spectateur que j'étais se dit mais comment est-ce qu'ils vont faire après ça pour continuer l'histoire, sachant que le héros est mort? Et l'histoire continue sur 8 saisons, avec de nouveaux personnages qui se développent, et pour moi c'est un tour de maître, parce que ça montre que la personne est éternelle, que les gentils peuvent mourir, et que l'arc narratif peut se couper comme ça,
Autre exemple très frappant, c'est fin de la saison 3, Les Noces Rouges. On s'attend à une résolution positive du conflit que Robb Stark entretenait en s'étant marié à la femme qu'il aimait. Non. D'un coup, de nombreux personnages vont mourir, alors qu'on s'y attend pas. Et encore une fois, on se dit mais comment est-ce qu'ils vont continuer après ça? Et pourtant l'histoire continue, mais cette fois on est vraiment surpris, et en fait on n'a plus aucun repère. C'est pour ça qu'on plonge aussi bien dans cette série, c'est qu'après avoir su que les arcs narratifs et les personnages principaux pouvaient mourir comme ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et cet état de perplexité, c'est très rare dans un film. Beaucoup de films, on sait grosso modo que le héros va s'en sortir. Là, on ne sait pas. Parce que l'auteur, J.R.R. Martin, a perturbé tous nos repères en zigouillant ses personnages. Et le deuxième concept qui était très bien utilisé de Game of Thrones, c'était le Deus Ex Machina. Donc l'intervention divine d'un personnage complètement incroyable à la dernière minute. Et ce qui est très fort dans les premières saisons de Game of Thrones, c'est que justement, l'auteur, ou les scénaristes, ou les réalisateurs jouent à nous faire croire, par exemple, que Ned Stark va s'en sortir. On voit Arya, donc sa fille, courir de la foule avec son épée, et tout spectateur se dit, bon bah voilà, on sait pas comment, mais elle va réussir à se sauver. Sauf que Arya est interrompue par le dimier, et Ned Stark meurt. Et là, en fait, ce Deus Ex Machina va parfaitement avec la résolution complètement abrupte de cet arc narratif de Ned Stark. Pas de Deus Ex Machina pour sauver le héros. Il a fait une erreur, il paye et rien ne peut sauver. Et ça, c'est ce que j'aimais au début de la série. On ne savait jamais ce qui allait se passer et on voyait qu'il n'y avait pas d'intervention divine, au sens que les sursauts de dernière minute, les coups de théâtre de dernière minute qui sauvaient tout le monde, l'auteur s'en fichait royalement. Et donc on était vraiment happé par une histoire complètement imprévisible. C'était la force de Game of Thrones. Qu'est-ce qui se passe dans les grosso modo 2 dernières saisons, 7 et 8? On va commencer par Deus Ex Machina. Il y en a à foison. À foison, à foison, à foison. L'exemple le plus frappant qui a beaucoup fait jaser l'année dernière, j'ai essayé de pas trop spoiler, mais c'est l'intervention des dragons pour sauver certains personnages qui étaient à un certain endroit. Ça, c'est un pur Deus Ex Machina. Et moi, ça me gâche mon plaisir de spectateur, puisque justement, j'aimais être surpris, voire j'aimais détester la série de tuer mes personnages. Et là, j'ai l'impression que justement, le Deus Ex Machina est utilisé à outrance, et dans l'épisode... pas de spoil. Et donc, oui, on est content que nos héros s'en sortent, mais ce qui faisait le sel de la série, c'était que des fois, on détestait la série, parce qu'elle tuait nos héros, on se promettait de ne plus jamais la voir, et bien sûr, on la regardait à nouveau. Et les arcs narratifs, c'est pareil. La force de Game of Thrones, c'était donc de complètement couper des arcs narratifs en plein développement pour nous emmener ailleurs, pour nous présenter d'autres personnages qui n'existaient pas avant et qui nous montraient que la vie c'est ça en fait, qu'on passe d'un personnage à l'autre, que personne n'est éternel. Et là maintenant franchement, qui de vraiment important est mort durant ces dernières saisons? Il y a même des gens qui sont revenus à la vie et tout ce à quoi on s'attendait dans les 2 dernières saisons, franchement, c'est arrivé. Il n'y a pas eu de vrai conflit. Alors oui, je sais qu'on arrive vers la fin d'histoire, qu'il faut un peu renouer les liens, mais pourquoi? Pourquoi ne pas laisser une situation complètement chaotique? C'est ça la vie aussi. Donc voilà, les arcs narratifs mis en place, avec tous les personnages qui restent, leur déroulement est hyper prévisible. Alors je sais, les dernières saisons sont très bien réalisées, bien jouées, il y a des épisodes qui sont des vrais chefs-d'œuvre en termes de mise en scène, le budget qui est mis est incroyable, mais c'est pas ce qui me touchait. Moi, ce qui me touchait de Game of Thrones, c'était la structure narrative qui était complètement aléatoire et qui pouvait changer à tout moment, et Deus Ex Machina qui n'existait pas ou très très peu. Autre parenthèse, je vais un peu m'éloigner du côté narratif, je voudrais parler d'un autre point qui m'intéressait de Game of Thrones et qui n'existe plus, c'était la moralité. Pas la moralité, l'apostrophe amoralité. De la saison 1, le héros principal qui est intègre, etc., meurt. Et celui qui va devenir un des plus baffables, le terme baffé, méchant de l'histoire, Joffrey, survit. Et donc il y a cette idée que c'est pas parce que t'es gentil, parce que t'es bon, que tu t'en sors. Si t'es bon, mais que tu fais une connerie, tu payes. C'est pareil pour Robb Stark. Il a fait une connerie, notamment anodine, il en est mort. Je dis pas que c'est sa faute, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est la vie. Il n'y a pas de notion de bien et de mal et de récompense de la vie. C'est ce que montrait cette série paradoxalement. Cette série, même s'il y avait des dragons, était très réaliste dans son traitement des personnages. Et là, maintenant, franchement, qui de bon est mort? Et on va pas parler de la saison 8, mais même de la saison 7, qui de bon est mort? Non, au contraire, on s'est débarrassé des méchants. Et peu à peu, ça se polarise entre des gentils d'un côté et des méchants de l'autre.
Donc il n'y a plus cette notion d'amoralité, il y a un peu une espèce de combat entre le bien et le mal. Et dernière chose, justement, parlant de la moralité, de la saison 1, notamment, il y avait des situations très ambiguës qui nous montraient que c'était plus compliqué que ça. Je prends l'exemple de Daenerys et de Khal Drogo. Ça commence quand même par un viol. Et au final, elle va réussir notamment à séduire cet homme-là et à en tomber amoureuse. Je dis pas que c'est bien, ça ne justifie en rien de viol, bien évidemment, mais c'est une fiction et ça montre que les situations peuvent être compliquées et que la moralité, c'est très relatif. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Jon Snow qui est plutôt gentil, quoi, qui a des principes, et qui parvient à convaincre les autres de ça. Les deux premiers aspects dont j'ai parlé étaient vraiment sur la structure narrative et le Deus Ex Machina, mais il y a aussi un aspect moraliste. Je dis pas que c'est pas bien la morale, hein. Je dis juste que dans une série comme ça, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que justement, les personnes les plus vertueuses ne s'en sortaient pas forcément, et que les situations n'étaient pas forcément morales. Maintenant, pour moi, Game of Thrones, je regarde encore, surtout pour ne pas me faire spoiler, c'est divertissant, c'est plaisant, mais je ne tremble plus pour le personnage, parce que franchement, je suis plus très inquiet pour eux, quoi. J'ai l'impression qu'ils vont s'en sortir et que le bien va triompher. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'à toute fin de la saison, j'aurai un grand coup de l'estomac en me disant, mais en fait, tout ça, c'était qu'un piège, une astuce des scénaristes pour nous faire croire que... Franchement, je m'attends, comme disait, je crois, l'auteur, à une fin douce amère, mais plutôt douce qu'amère. Avec, oui, des morts emblématiques, mais sacrifiés pour bien commun. Enfin voilà, ce genre de sacrifices un petit peu usés et utilisés, qui sont plus vraiment surprenants aussi. Et qui ne sont plus vraiment Game of Thrones pour moi. Voilà, c'est tout. Voilà tout ce que je voulais dire sur Game of Thrones. J'espère que ça vous a plu. J'ose espérer que vous serez intelligent pour pas dire que t'aimes pas une série populaire, etc. Bah non, j'adorais cette série justement. J'en parle maintenant parce que justement c'est le visionnage de ces épisodes qui m'y fait réfléchir. Et surtout ça faisait un bel écho au principe que je développe dans mon blog et sur ma page YouTube de la structure narrative. Donc je serais ravi que vous me disiez en commentaire soit ce que vous en avez pensé de ma vidéo, des points que je développe, soit ce que vous pensez de Game of Thrones, est-ce que vous aimez toujours, si oui pourquoi, est-ce que vous n'aimez plus, si oui pourquoi. Et voilà, qu'on échange sereinement sur cette série qui a quand même marqué son époque. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.